Bon, voilà, il s'agit du couteau du Gebel El Arak. Gebel El Arak est un nom de lieu, c'est le site d'où provient l'œuvre. Alors c'est un des témoignages les plus anciens du génie égyptien, puisqu'il date de 3300 avant Jésus-Christ. C'est un manche de poignard votif qui était sans doute déposé dans un sanctuaire et qui est gravé très très finement sur ses deux faces. D'un côté, vous avez une scène très très rare qui est une scène de bataille qui est disposée sur ce qu'on appelle des registres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 registres superposés, un peu comme des bandes dessinées, avec des personnages qui s'affrontent deux par deux. Ce qui est très très intéressant, en fait, c'est le revers, le décor du revers, parce que là, on a des scènes qui s'apparentent très étroitement à l'art mésopotamien de la même époque. En particulier, ce personnage qui est coiffé d'un grand bonnet, comme on en trouve sur les sceaux mésopotamiens, et qui tient à distance deux lions affrontés. C'est un thème qu'on trouve beaucoup sur les sous-cylindres mésopotamiens. Il y a là une influence indéniable qui nous enseigne que dès cette époque, l'Égypte n'est pas ce pays isolé au milieu des déserts, mais est en contact avec ses voisins. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la façon dont déjà l'artiste égyptien sait traiter ses personnages en prenant des conventions esthétiques qui vont durer pendant des milliers d'années. Les visages sont de profil, mais les épaules sont de face. Enfin, c'est tout un mode de représentation du corps humain qui est caractéristique à l'art égyptien. Il s'agit d'une grande palette, une palette de schiste qui est décorée sur les deux côtés. Nous n'en avons que la partie supérieure. Il faut imaginer un objet qui faisait plus d'une cinquantaine de centimètres de hauteur. C'est donc un objet sans doute cérémoniel qui a été déposé dans un sanctuaire. Et elle est décorée de l'image d'un taureau qui est en train d'écraser, de bousculer un personnage à terre qui piétine. Bon, il s'agit d'une image symbolique que l'on retrouve ensuite à travers tout l'art égyptien, le taureau figurant le souverain de l'Égypte. Ici, nous sommes avant les pharaons. L'Égypte n'a pas encore été unifiée sous l'autorité d'un seul et même roi. Ce qui est très très intéressant, c'est la façon dont ce taureau est figuré d'une façon très très brutale, très stylisée, avec notamment la notation des plis qui cernent les paupières, également les tendons, le lacis de veines et de tendons qui saillent à la surface des pieds et des jambes du taureau. C'est donc l'incarnation de la victoire d'un roi d'Égypte. Et en même temps, on est vraiment à la naissance de la civilisation pharaonique, puisque nous avons les premiers signes d'écriture qui ici sont présents sous la forme de ces enceintes crénelées qui représentent une ville, à l'intérieur de laquelle nous avons deux signes, un petit vase et un petit lion, qui sont également des signes d'écriture. Nous avons ici là le nom d'une ville qui a été conquise par ce souverain inconnu qui se fait figurer sous l'aspect d'un taureau. C'est incontestablement la plus belle, la plus connue de ces grandes stèles royales qui ont été découvertes sur le site d'Abydos, qui est une ville de Haute-Égypte, du sud de l'Égypte, ville dans laquelle les premiers rois, les premiers pharaons avaient fait construire leur nécropole. C'est un monument royal avec ici la représentation du pharaon
qui est l'incarnation du dieu Horus, qui est figuré sous l'aspect de son oiseau, le faucon pèlerin qui domine le ciel d'Égypte comme le pharaon domine sur terre. Et en fait, ce décor qui est à la fois très élégant, très équilibré et en même temps d'une rare simplicité est uniquement signe d'écriture. Une enceinte quadrangulaire qui reproduit l'image d'un palais et de face la double porte et ses murs à redans qui entouraient les palais de cette époque, ces palais qui étaient construits en briques crues et qui ont pratiquement tous disparu. Et à l'intérieur de cette image du palais royal, le nom propre du roi qui se lit soit serpent, soit wadji, puisque vous avez ici le hiéroglyphe de la vipère. Donc c'est une marque de propriété, d'identité, c'est une stèle qui nous indique que le monument dans lequel elle était placée appartenait à ce roi serpent. C'est une des plus belles têtes de pharaons de l'époque des pyramides, de cette époque qu'on appelle l'Ancien Empire. Et là, nous sommes en présence du propre fils de Khéops, dont la mémoire n'a pas survécu de façon aussi éclatante que celle de son père. Déjà sans doute parce que Didouphri a fait édifier sa pyramide, son monument funéraire, non pas sur le plateau de Giza, comme la plupart des souverains de la 4e dynastie, mais un peu à l'écart, dans un site qui s'appelle Abu Roash. Ici, il s'agit d'une tête qui figure le souverain avec la coiffure propre au pharaon, c'est ce qu'on appelle la coiffure Némès, qui était formée d'une étoffe qui souvent est couverte de rayures. On pense par exemple au masque de Toutankhamon. Et sur le front se dresse le cobra prêt à jaillir, c'est ce que nous nommons l'uréus. C'est l'emblème de la royauté et c'est le symbole du soleil, c'est l'œil du soleil, cet œil dangereux qui foudroie, qui consume ses ennemis et qui est aussi le protecteur de la royauté. Alors c'est un très beau visage qui est empreint à la fois d'une certaine mélancolie et d'une force réelle. On voit l'ossature des pommettes saillantes du souverain, ce frémissement aux commissures des lèvres qui anime ce portrait, qui est bien loin de l'image impassible, hiératique qu'on a des souverains de la 4e dynastie. C'est la stèle qui provient de la tombe de la princesse Néfertiabet, qui était une parente du célèbre Khéops. Ces stèles sont un élément tout à fait indispensable dans les tombes égyptiennes, puisqu'elles éternisent la scène du repas funéraire qui, dans la conception égyptienne, était nécessaire pour que le défunt puisse survivre dans l'au-delà. Alors vous avez à gauche la princesse Néfertiabet, on a au-dessus les hiéroglyphes qui énoncent son nom, qui est assise devant une grande table qui est chargée de pain tranché. On voit bien la différence entre le côté brun, le côté croûte et le côté mie. Et elle étend la main donc pour se saisir de ces aliments qui ont été mis à sa disposition. On voit aussi d'autres aliments également, comme la cuisse du bœuf, qui est un des mets de choix dans l'alimentation égyptienne, les côtes de bœuf, également un canard dont la tête a été tranchée, et également des huiles, des onguents, de l'encens, des cruches
de bière, des cruches de vin et des caroubes, des dattes, etc. Toute la partie droite de cette stèle comprend la liste d'offrandes qui sont également très très importantes à cette époque-là. Ce sont des listes d'étoffes avec leur nom et les métrages qui sont mis à la disposition de la princesse. Toutes ces étoffes sont sans doute à mettre en rapport avec la pratique de la momification et à ces étoffes qui étaient utilisées en grand nombre pour la conservation de la momie. C'est une des statues les plus fameuses du musée du Louvre. C'est un peu l'emblème du département égyptien, et à juste raison, puisque c'est un personnage qui fascine à la fois par l'éclat de ses yeux qui sont incrustés de cristal de roche et de pierres blanches serties dans une bague de cuivre, par l'expression attentive de ce visage avec ses lèvres minces, ses joues émaciées, qui contrastent avec l'opulence du corps, avec ce modelé généreux de la poitrine, avec ces plis de l'abdomen qui évoquent le personnage d'Ashmur. L'attitude, c'est l'attitude du scribe, c'est-à-dire du personnage écrivant sur un rouleau de papyrus sur lesquels les écrivains donc traçaient à l'aide d'un roseau, ce que nous appelons le calame, des signes hiéroglyphiques à l'encre noire et rouge. Et l'on voit encore entre le pouce et l'index le petit trou, la petite encoche dans lequel était placé un pinceau véritable ou peut-être un petit stylet de bois. Il s'agit sans nul doute d'un très haut personnage puisque la statue date du temps des pyramides et les premiers personnages à s'être fait représenter en scribe étaient les fils de rois. C'était un signe de science, c'était un symbole de notabilité que de se faire représenter en scribe. Les œuvres d'art ont parfois une destinée très mouvementée et cette statuette ravissante a connu bien des mésaventures. En effet, la partie inférieure a été acquise par Champollion en 1826 et puis en 1830, elle a été dérobée et restituée mystérieusement quelques années plus tard. Et puis alors en 1962, aux surprises, on a retrouvé dans le commerce la partie supérieure, le visage et le haut du corps de cette délicieuse reine. C'est une reine, et nous le savons grâce à sa coiffure, avec cette perruque qui est surmontée d'une toque avec 2 hautes plumes. Sur la perruque également le vautour qui étend ses ailes, qui est l'emblème de la déesse Mout, et les serpents qui sont les emblèmes de la royauté. Il manque un autre personnage dont seul le bras est visible, car il ne s'agit pas de la représentation simplement d'une reine, mais d'un couple royal, comme nous le dit d'ailleurs l'inscription qui est gravée sur la partie arrière. Il s'agit de la reine Tii et de son époux Aménophis III, qui régnait vers 1391 avant Jésus-Christ. L'œuvre très gracieuse par la silhouette et par la robe moulante qui ne cache rien des formes de la reine, mais aussi par sa couleur, puisqu'il s'agit ici d'un émail bleu-vert qui recouvre une pierre tendre, de la stéatite, et ce matériau est très caractéristique de la XVIIIe dynastie, en particulier du règne d'Aménophis III et de son épouse Tii.
C'est une statuette extrêmement précieuse par ses matériaux qui figure un des pharaons de l'Égypte, le roi Taharqa, face à une divinité, le dieu Émen, qui est présenté sous l'aspect d'un faucon. Les matériaux sont très variés puisque le bronze a été utilisé pour fondre le corps du roi, l'argent plaque le socle et le dieu lui-même est recouvert d'une mince feuille d'or. Le thème, c'est un thème permanent de l'art égyptien, c'est le dialogue entre le roi d'Égypte et la divinité, puisque le roi est conçu comme le fils des dieux, et son rôle consiste essentiellement à servir d'intermédiaire entre les hommes et les dieux, et à offrir aux dieux ce qui les satisfait, de façon à ce que l'équilibre fragile du monde reste éternellement. Ce roi Taharqa est figuré avec un vêtement extrêmement simple, un pagne très court et une coiffure particulière. Il a les cheveux ras et sur son front se dresse non pas un seul cobra royal, mais deux serpents qui matérialisent sa double royauté. En effet, Taharqa appartient à cette dynastie de rois originaires de Nubie, la 25e dynastie, qui a sous son autorité réuni les royaumes du Soudan et de Nubie, un de ces rois africains qui ont régné donc sur l'Égypte. Donc c'est une statue de chat très élégant, avec des oreilles extrêmement pointues, réalisée dans du bronze selon la technique de la cire perdue, avec fait assez exceptionnel pour ce type d'œuvre, des yeux qui sont incrustés en vert bleu et jaune, de façon à donner ce regard très aigu. C'est un chat qui est très digne, qui est posé sur son séant. Et en fait, il s'agit de la représentation d'une divinité, plus exactement d'une déesse, puisque le chat est l'animal sacré de la déesse Bastet, qui était une déesse originaire du delta, du nord de la vallée du Nil, et une déesse très charmante, aimable, qui était une déesse protectrice de la famille, une déesse de l'ivresse, de la musique. C'est un objet de qualité royale puisqu'il porte une dédicace au nom du roi Psamétique Ier qui régnait vers 660 avant Jésus-Christ. De chaque côté, on a donc deux des noms du roi Psamétique Ier. D'un côté, son nom de roi de Haute et Basse Égypte, où vous avez le jonc et l'abeille qui sont les symboles de la Haute et de la Basse Égypte. Et de l'autre côté, symétriquement, puisque cette écriture égyptienne peut s'écrire selon 4 directions différentes, son nom de fils du soleil, avec le petit canard qui correspond au son Sa, qui veut dire fils, et le disque du soleil qui correspond au dieu Ré, fils du soleil. Amenophis III est ce pharaon qui a régné sur l'Égypte entre 1391 et 1353 avant notre ère, et au cours du règne duquel l'Égypte a connu un état de grâce, de paix, de prospérité, de douceur et d'art de vivre. La production artistique du règne d'Amenophis III révèle particulièrement bien ce raffinement, cette joliesse, tant dans le monumental que dans le minuscule. Cette statue nous permet de retrouver le pharaon sous des traits juvéniles. Les joues sont pleines, la bouche est ourlée, bien charnue, et les yeux, comme toujours lorsqu'il s'agit de la représentation d'Amenophis III, les yeux sont en amande, extrêmement effilés, étirés vers les tempes.
On peut remarquer que le casque, qui est un casque d'apparat, qui s'appelle le reprèche, porte sur son front un serpent lové en forme de cobra dressé, qui est là comme un insigne royal, prêt à défendre le pharaon contre tout ennemi potentiel. Le traitement de cette pierre qui est très dure, qui est du granodiorite et qui était une pierre particulièrement appréciée par les artistes du temps d'Amenophis III pour la statuaire. Le traitement est donc légèrement différent lorsqu'on regarde le casque qui lui a gardé son aspect mat et rugueux, tandis que les joues et le visage du pharaon sont au contraire extrêmement polis, presque brillants. C'est une statue qui figure le taureau Apis, qui est sans doute un des animaux sacrés les plus populaires. Ce taureau, qui était élevé dans la région du Caire, était la représentation, l'incarnation terrestre d'un des grands dieux égyptiens, le dieu Ptah. Et cet animal était choisi selon des critères très particuliers. À la mort du taureau Apis, toute une armée de prêtres parcourait les enclos sacrés pour trouver un animal qui porterait sur le front une marque triangulaire, qui aurait sur les flancs un croissant de lune, qui aurait les poils de la queue fourchus et un scarabée sur la langue. Ces marques sacrées étaient tracées à la peinture noire et blanche sur cette statue et la couleur a malheureusement en plus grande partie disparu. Donc c'était un animal très particulier qui était ensuite intronisé en grande pompe à Memphis, qui passait sa vie, des jours heureux, dans un palais avec des serviteurs, avec sa mère d'ailleurs, et sa mort était entourée de funérailles qui étaient des funérailles nationales, un petit peu comme un pharaon, c'est-à-dire qu'il était embaumé, momifié, et des délégués de toute l'Égypte venaient assister à ces funérailles, déposaient des petites stèles votives pour commémorer l'événement. Ces stèles sont un moyen de reconstituer la chronologie de l'histoire égyptienne, puisque avec la succession des taureaux Apis, on peut arriver à connaître par le menu le déroulement de ces règnes, de ces pharaons égyptiens. Bon, c'est une superbe pièce d'orfèvrerie. Vous avez un groupe de 3 personnes qu'on appelle la triade osirienne, c'est la famille divine du dieu Osiris, qui est figurée au centre avec sa coiffure bien particulière, une couronne haute qui est flanquée de 2 plumes d'autruche. Il est moulé étroitement dans un suaire et il est figuré accroupi sur une colonne de pierre bleue très très précieuse, du lapis-lazuli, que les Égyptiens appréciaient fort, de chaque côté, lui accordant leur protection d'un geste de la main. D'une part, une déesse, qui est la déesse Isis, qu'on reconnaît à sa coiffure, et de l'autre, c'est le fils posthume d'Isis et d'Osiris, Horus, c'est le vengeur de son père, et c'est également le premier des pharaons, c'est le premier roi d'Égypte. Nous avons donc ici l'image de cette triade osirienne, mais l'inscription ne mentionne pas ces 3 divinités, mais un roi, qui est le roi Osorkon II, qui vivait à ce qu'on appelle la 3e période intermédiaire, qui a fait sculpter ce petit ex-voto. Et c'est probablement également une image de ce roi sous l'aspect osirien. Donc c'est un bijou à la fois magnifique mais riche en symboles qui place
le roi Osorkon II dans le monde divin et l'associe à cette légende osirienne qui est une des grandes constantes de la civilisation égyptienne. En 1903, les archéologues français Chassina et Palanque entreprennent des fouilles dans la nécropole d'Assiout, qui est au nord de la Haute-Égypte. Et dans cette nécropole, ils mettent au jour 26 tombes, dont 21 étaient inviolées. C'est ainsi qu'ils ont découvert la tombe du chancelier Narti, qui est ce très très beau personnage, sans doute représenté dans sa taille réelle, puisqu'il mesure 1,61 m. Elle est sculptée dans un tronc unique d'un bel acacia. Le bois était recouvert d'une peinture rougeâtre qui est encore visible par endroits et qui permettait comme ça d'aplanir les aspérités de la matière. Évidemment, ce qui frappe avant tout dans cette statue, c'est le regard qui est fait de pierre blanche et noire pour la pupille, tandis que les yeux sont cernés de bois noir. L'inscription qui est sur le socle nous indique qu'il est le bienheureux auprès d'Osiris, seigneur de l'Occident dans toutes ses places, le chancelier Narti, excellent. Ce court texte nous apprend donc qu'il s'agit d'un personnage important et que cette statue est destinée à le représenter dans l'au-delà et à lui permettre d'atteindre le paradis auprès d'Osiris, qui est le maître de l'au-delà. À partir du Moyen Empire, les cercueils sont entourés de ces modèles en bois qui sont là avec leurs offrandes et qui viennent prévenir le défunt de toute carence, de tout besoin dans l'au-delà. Cette statue de porteuse d'auge, particulièrement élégante, fine et racée, portant une aiguille dans la main droite et tenant de sa main gauche sur la tête un panier, est un des modèles les plus parfaits et les plus réussis que présente le Louvre dans sa collection de ces modèles de bois qui proviennent des tombes du Moyen Empire. Sa taille est fine, elle a des hanches bien pleines, des épaules extrêmement rondes et en même temps élégantes. Elle est vêtue d'une robe moulante dont le motif évoque un plumage d'oiseau. Et son large collier, qui est son seul bijou qu'elle porte autour du cou, rappelle la même polychromie que sa robe. On la sent concentrée dans son devoir, qui est celui donc d'approvisionner le défunt dans l'au-delà. Elle est très animée, elle a une vraie vie dans sa présentation, dans son modelé, ce qui n'est pas toujours le cas de ces modèles donc, que l'on rencontre dans le mobilier funéraire.
La plupart des musées égyptologiques présentent ces figurines en faïence d'un bleu ou d'un vert très vif qui affectent la forme d'un hippopotame. En général, ces hippopotames ont été retrouvés dans des tombes du Moyen Empire, du début du deuxième millénaire avant notre ère, associés à des figurines également en faïence qui étaient des figurines féminines. Là, celui-ci est particulièrement amusant parce qu'on a l'impression qu'il émerge du marécage qu'il abrite en général. Vous voyez que son corps est entièrement recouvert de lianes et de fleurs et d'éléments végétaux qui donc évoquent son milieu naturel. La présence de ces figurines dans les tombes a suscité un certain nombre de questions. On ne sait pas s'il est là pour évoquer les exploits synergétiques du défunt, mais on imagine que ça n'est pas la bonne réponse. Il faut plutôt faire référence à l'aspect maternel et rassurant de l'hippopotame dans l'imaginaire égyptien, puisque la déesse Touéris, qui était une déesse particulièrement bénéfique, dont les Égyptiens imploraient la protection dans le cas des maternités, par exemple, eh bien, la déesse Touéris était la plupart du temps représentée avec un corps d'hippopotame femelle. C'est un bas-relief qui provient de la tombe de Séti Ier, de ces tombes qui sont creusées dans la montagne thébaine et qui forment ce qu'on appelle la vallée des rois, qui est un site les plus impressionnants de l'Égypte pharaonique. Alors nous avons face à face, dans une composition symétrique, comme l'affectionnent les artistes égyptiens, le roi Séti, qui reçoit l'accolade, la protection de la déesse Hathor, qui est reconnaissable à sa coiffure particulière, qui est un disque solaire reposant sur 2 cornes de vache, l'animal sacré de cette déesse Hathor. On peut remarquer que la robe qui habille la jeune déesse est également décorée de signes hiéroglyphiques qui énoncent à la fois le nom d'Hathor et celui du roi Séti Ier. On remarquera l'extrême raffinement du costume royal, à la fois très riche, avec ce devanteau d'orfèvrerie qui est suspendu à sa ceinture, et la superposition des étoffes impalpables avec ces plissés dont la courbe entoure les jambes du souverain. Au-dessus, donc sur ce fond d'or, se détachent 2 des noms du roi, Men-Matré et Séti Merempta, qui sont reconnaissables par le cartouche qui les enserre. La colonne de gauche donne le nom de la déesse Hathor, la maison d'Horus, Horus étant représenté par un faucon. Ce modèle en bois, ou cette maquette, appartient à une série bien connue pour les égyptologues des modèles qui étaient déposés dans les tombes à partir de 2050 avant Jésus-Christ environ, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Empire et à la première période intermédiaire. Ce petit modèle qui représente une scène de labour est tout à fait caractéristique de la production de cette époque. Il n'est pas particulièrement beau, mais il est tout à fait émouvant et touchant car il reflète avec beaucoup d'acuité et de précision le dur labeur du paysan égyptien.
socle montre bien que le personnage est enfoncé dans cette terre limoneuse, détrempée, ce qui permet de situer le travail du labour à la saison dans l'Égypte ancienne qui se situe après la crue, lorsque le fleuve à niveau se retire dans son lit et laisse la campagne totalement détrempée, humide, prête à être labourée. Donc on peut tout à fait situer cette scène entre mi-novembre et mi-mars, autrement dit pendant l'hiver, au moment d'ailleurs où il fait le moins chaud et où la terre est la plus facile à travailler. Il y a un nombre infini de représentations du pharaon Akhénaton avec sa famille. On sait que Akhénaton était marié à la belle Néfertiti, qu'il a eu également d'autres épouses, et en tout cas une épouse secondaire assez connue pour nous, en tout cas, qui s'appelle Kiya, et qu'avec ses femmes, il a eu un certain nombre d'enfants, semble-t-il uniquement ou essentiellement des filles. Cette petite princesse est donc sans doute de la famille d'Akhénaton et cette jeune fille se caractérise par la coiffure de l'enfance. Vous voyez que sur son côté droit, elle a cette lourde mèche qui est caractéristique de tous les enfants dans l'Égypte ancienne. Ce qui permet d'identifier cette personne à la famille d'Akhénaton, ce sont les traits de ressemblance tout à fait frappants avec les représentations du pharaon lui-même. En effet, les yeux sont très en amande et elle a ce menton pointu qui est typique de la famille d'Akhénaton, ainsi que cette occlusion buccale qui révèle un léger prognatisme. On regrette évidemment que cette petite statue soit incomplète, car vraisemblablement la princesse était vêtue d'une robe à plis extrêmement distinguée et raffinée. La polychromie a disparu, mais l'on voit par les traces qui sont à côté sur sa tempe droite, on voit que la peau de la jeune fille était rendue par un ocre rouge. Il s'agit d'une tapisserie que l'on appelle le châle de Sabine. Nous conservons ici des fragments très imposants de ce tissu et on peut penser qu'il s'agirait plutôt soit d'un rideau, soit alors d'une tenture qui était accrochée à un mur à l'imitation, si vous voulez, d'une mosaïque. Dans le médaillon central se trouve une figuration de Bellérophon en compagnie de Pégase et en train de terrasser la chimère. Dans le champ se trouvent des petits personnages, des petits bambins, ce qu'on appelle des poutis, en train de s'ébattre. Et dans les retours d'équerre, ce qu'on appelle une représentation nilotique, des petits bambins en train de jouer avec des animaux ou en train de cueillir des fleurs dans les eaux du Nil. Vous avez ici deux carrés, l'un représentant Artémis en train de tuer un lion, l'autre figurant Apollon en compagnie de la nymphe Daphné. Apollon poursuivait la nymphe Daphné et elle se transforme en laurier pour lui échapper. Il faut remarquer quand même un détail ici qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous voyez que la nymphe Daphné est en train de tendre ici à Apollon une fleur en forme de croix. Et on a souvent expliqué que cette croix représentait la croix du Christ, la croix chrétienne. Les personnages ont déjà une certaine stylisation, ils s'éloignent de ce qu'on appelle les traditions classiques, c'est-à-dire qu'on a des visages qui sont sans expression. C'est le symbole du personnage plutôt qu'une représentation réelle du personnage. Et vous avez des visages qui sont très arrondis avec des grands yeux cernés. Et c'est tout à fait le même type iconographique que l'on retrouve dans toute une série d'objets de cette période.
voici un élément de décoration architecturale qui probablement provient du Fayoum, qui est une région de Moyenne-Égypte, et c'est dans cette région que l'on a retrouvé les plus anciennes sculptures, si vous voulez, de style copte, comme on le voit sur cet objet. Donc ce sont des sculptures qui datent du 4e au 5e siècle. Alors cette sculpture représente une petite Aphrodite dans sa coquille, en train de tordre sa chevelure. Elle est représentée ici donc sortant des eaux, c'est la naissance d'Aphrodite. Et de chaque côté se trouvent deux personnages aquatiques en train de tenir la coquille. C'est une iconographie que l'on retrouve très souvent entre l'Antiquité païenne et le début du christianisme en Égypte, avec des statures très tassées, des corps qui sont très peu détaillés, qui sont presque lisses si vous voulez, et puis alors des visages disproportionnés, avec des yeux profondément forés et des arcades sourcilières aussi extrêmement appuyées. Après le 7e siècle, au moment de l'invasion arabe, le style va devenir de plus en plus schématisé, avec un abandon progressif de la figure humaine et une utilisation beaucoup plus importante des éléments géométriques ou des éléments végétaux géométrisés, qui sont une caractéristique de l'art islamique. C'est là aussi une forme de rencontre entre les Coptes d'un côté, donc les chrétiens d'Égypte, et les musulmans. Alors ici, il s'agit d'une peinture sur bois représentant le Christ en compagnie de l'abbé Ménard, qui a été, à la fin du VIe siècle et le début du 7e siècle après Jésus-Christ, le supérieur du monastère de Baouit. L'abbé Ménard est représenté avec un rouleau à la main, peut-être la règle du monastère, et il bénit de l'autre. Le Christ, lui, tient dans une main le livre des évangiles qui est orné de perles et de cabochons à la mode byzantine, et de l'autre main, il entoure les épaules de l'abbé Ménard dans un geste de protection. Les deux personnages se trouvent placés sur un fond de colline. Sur le côté de la peinture se trouve une inscription qui donne le nom de l'Appa Ménard, c'est-à-dire du Père Ménard, prieur du monastère, et près du Christ, le terme de Sauter, c'est-à-dire du Christ sauveur. Les deux personnages sont nimbés de l'auréole, le Christ portant le nimbe crucifère. C'est une peinture qui est tout à fait caractéristique de la peinture copte d'Égypte, qui est faite à la détrempe et quelques plages à la cire, avec des couleurs ocre, des couleurs assourdies, que l'on trouve dans les autres peintures murales, que l'on retrouvait en nombre extrêmement important, donc très caractéristique de l'Égypte copte, avec très souvent des personnages qui sont légèrement tassés, et puis en grande stylisation dans les traits. Cette niche abritant une conque, le chapiteau dit Corbeil ainsi que la frise abritant une croix appartiennent à une église qui a été découverte au début du siècle, exactement en 1901, par l'archéologue français Jean Cléda, dans le monastère de Baouit, situé en Moyenne-Égypte. Jean Cléda a retrouvé dans cet immense monastère deux églises, l'église nord et l'église sud, et c'est de l'église sud que proviennent les sculptures que vous avez devant les yeux. Alors c'est une église de monastère à plan basilical,
Elle était entièrement ornée de ce type de sculpture qui courait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du monument. Les sculptures coptes étaient entièrement recouvertes de peinture et les murs avaient également reçu des fresques. Les niches, comme cette niche à conque, surmontaient des excavations qui servaient, si vous voulez, d'armoire, probablement pour y disposer des instruments liturgiques ou des livres. Et les chapiteaux qui surmontaient ces colonnes étaient de deux types, soit des chapiteaux type corinthien classique, soit alors des chapiteaux corbeilles du type que nous avons ici, qui sont constitués de plusieurs rangs d'acanthes très sèches, très aplatis, très caractéristiques de la sculpture à partir des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Ce sont des chapiteaux dits corbeilles parce qu'ils ont cette forme de corbeille. Et au point de vue qualité, ils peuvent parfois même surpasser ceux que l'on trouve dans la capitale de Constantinople.